Bonjour, alors je précise que ma sélection a ensuite fait l'objet d'un petit vote, donc je ne suis pas la seule à avoir entièrement décidé. Mais les trois publications que j'ai finalement retenues sont trois publications qui délivrent des messages relativement cliniques et pragmatiques dont on pourra ensuite peut-être discuter rapidement. Donc la première étude que j'ai décidé de vous présenter, c'est une étude qui est publiée dans le Lancet de cette année, qui est l'étude PREDECI, qui évaluait l'intérêt des bêta-bloquants pour prévenir la décompensation de cirrhose chez les patients avec une hypertension portale cliniquement significative, mais sans varices à haut risque. C'était donc une étude randomisée en double aveugle contre placebo multicentrique. Donc je vous rappelle qu'il y avait eu cette étude déjà maintenant ancienne, publiée en 2005, qui s'appelait l'étude Timolol, qui avait essayé de voir si le fait de donner des bêta-bloquants permettait de prévenir la survenue de varices, et c'était une étude qui s'était finalement avérée négative. Et en fait, l'objectif qui a été retenu dans les recommandations de la SLD de 2017 ne sont pas seulement de concentrer le traitement sur la prévention de la survenue de varices, mais de l'étendre à la prévention de toutes les décompensations cliniques chez les patients cirrhotiques. Donc l'objectif de cette étude multicentrique était d'évaluer l'intérêt des bêta-bloquants au long cours chez les patients avec HTP cliniquement significative mais sans varices à haut risque pour la prévention primaire de la décompensation ou du décès. Donc les patients qui étaient éligibles étaient ceux qui n'avaient des patients donc cirrhotiques qui n'avaient jamais décompensé, qui n'avaient pas de varices à haut risque. Si ces patients étaient éligibles, ils faisaient l'objet d'une mesure de gradient de pression veineuse qui devait être supérieure à 10 mm de mercure. Quand tel était le cas, il y avait une mesure de la réponse hémodynamique au propanolol qui permettait ensuite de définir les patients qui étaient répondeurs au propanolol ou non répondeurs. Et ensuite, tous ces patients faisaient l'objet d'une titration individuelle. Et ils étaient ensuite randomisés donc, dans soit le groupe propanolol versus placebo, soit dans le groupe carvedilol versus placebo s'ils étaient non répondeurs au propanolol. Le critère principal de jugement, c'était la survenue de décompensation ou décès de cause hépatique. Les critères secondaires, c'était des événements de type décompensation, apparition de varices à haut risque, infection, dont les ISLA, infection d'acide, apparition d'acide, hémorragie digestive, etc. Donc en intention de traiter dans le groupe placebo et dans le groupe bêta-bloquant, il y avait le même nombre de patients, de 100 patients par groupe. Donc cette étude a inclus une grande majorité de cirrhose virale C. Elle a d'ailleurs été interrompue prématurément pour que les patients puissent bénéficier des nouvelles molécules qui sont arrivées pendant l'étude. Les patients étaient suivis pendant 37 mois en médiane et l'observance au bêta-bloquant était relativement bonne, de l'ordre de 83%. Donc voilà la courbe concernant le critère de jugement. Donc les résultats sont assez nets en faveur du traitement par bêta-bloquant, donc par rapport à la survenue de décompensation ou de décès dans la population. À noter quand même que l'effet protecteur des bêta-bloquants était significativement plus marqué donc, dans la population des cirrhoses non alcooliques par rapport aux cirrhoses alcooliques et chez les patients qui avaient des petites varices par rapport aux patients qui n'avaient pas de varices. Il n'y avait pas de différence significative de survie sans décompensation dans cette population. Et le critère principal de jugement était plus facilement atteint quand on arrivait à diminuer le gradient de pression de plus de 10% par rapport à baseline ou en dessous de 10 mm de mercure, ce qui retrouvait un peu les données qui avaient déjà été publiées dans l'étude Timolol. Pour ce qui concernait les décompensations, la différence n'était significative que par rapport à la survenue d'une acite au cours du suivi. Toutes les autres complications, vous voyez qu'elles n'étaient pas significativement différentes. Les effets hémodynamiques, comme attendu, bien sûr, dans les groupes bêta-bloquants, le gradient de pression diminuait de façon plus significative. Là, ce n'était pas l'objet de l'étude de comparer le propanolol versus carvedilol, mais néanmoins, on voit que quand même, on a l'impression que le carvedilol permettait de maintenir un peu plus longtemps un gradient de pression élevé. Donc ça, c'était un résultat secondaire. Donc voilà les principaux messages, c'est qu'on confirme l'impression qu'on avait que le fait de diminuer le gradient de pression d'au moins 10% par rapport à baseline ou de la baisser en dessous de 10 mm de mercure diminue le risque de décompensation de décès dans cette population. Donc est-ce qu'on va vers une administration de bêta-bloquant à tous ces patients avec une HTP cliniquement significative? Peut-être. Simplement, il faudra déjà pouvoir généraliser ces résultats à l'ensemble des patients cirrhotiques. Vous voyez que la population était quand même assez sélectionnée. Et puis, il faudra trouver une alternative à la mesure du gradient de pression pour que ça puisse s'appliquer en pratique courante. Le deuxième article que j'ai sélectionné, c'est un article qui évaluait l'impact, le rôle pronostique de la mesure du gradient de pression
chez les patients cirrhotiques qui subissent une chirurgie extra-hépatique programmée. Donc, vous savez que la chirurgie non hépatique chez le patient cirrhotique, ce n'est pas dénué de risques. Il y a une lourde mortalité multifactorielle et l'évaluation pronostique préopératoire, elle reste assez imparfaite avec une littérature hétérogène, plusieurs types de scores. Peut-être le plus utilisé en pratique, c'est le Mayo Score, qui est bien connu, mais il a été créé sur une série rétrospective, et puis on manque un peu de validation prospective. Donc là, pour le coup, c'était une étude prospective qui a évalué la valeur pronostique du gradient de pression pour prédire la morbimortalité des patients cirrhotiques subissant une chirurgie non hépatique. Donc c'était une étude multicentrique espagnole, des centres experts dans ce type de chirurgie et chez ce type de patients. Ils ont inclus 140 patients de cirrhose toutes causes confondues pour lesquels était prévue une chirurgie extra-hépatique dans les 3 mois suivants, sous anesthésie régionale ou générale. Et leur critère principal de jugement, c'était la mortalité à 3 mois et au cours de la première année. Ils évaluaient en critères secondaires la survenue de complications post-opératoires et l'apparition, l'aggravation d'une décompensation dans les 3 mois suivant la chirurgie. Donc le gradient de pression était mesuré une fois dans les 3 mois précédant la chirurgie. Ce qu'il faut retenir dans les critères, dans les caractéristiques des patients, c'est que c'était majoritairement quand même des patients de Child-Pugh A, mais de façon notable, ils avaient quand même tous, enfin pas tous, pardon, mais pour 60% d'entre eux déjà décompensés, avec une grande proportion de patients qui étaient sous diurétique ou sous bêta-bloquant. Le MELD était somme toute relativement bas. Et concernant les procédures chirurgicales, alors il y avait finalement assez peu de chirurgie qu'ils appelaient à haut risque, c'est-à-dire la chirurgie abdominale par laparotomie et la chirurgie cardio-thoracique. Et la chirurgie abdominale privilégiait l'abord laparoscopique. La laparotomie n'était réservée qu'aux échecs de laparoscopie. Donc la survie à 3 mois était plutôt très bonne, de 92%. Et la survie sans transplantation à 1 an était satisfaisante également de 83%. 21 décès étaient à déplorer. Et 3 patients ont été transplantés en raison d'un carcinome hépatocellulaire. Si on regardait la mortalité à 1 an, toutes causes confondues, il y avait comme facteur prédictif qui sortait la catégorie ASA, c'est assez logique. Le fait d'avoir une chirurgie à haut ou à bas risque, et puis le gradient de pression veineuse hépatique. Si on se focalisait sur la mortalité à 1 an de cause hépatique, ça concernait 15 des patients décédés. Là, ce qui sortait, c'était la chirurgie à haut risque et le gradient de pression. Alors que si on regardait la mortalité de cause non hépatique, seule la catégorie ASA ressortait. Donc les auteurs ont ensuite fait des cut-offs de gradients pour voir un petit peu à partir duquel le risque était significativement augmenté. Et c'est la valeur de 16 mm de mercure qui est apparue comme assez décisive pour définir les patients à haut risque. Et il y a une population qui est particulièrement à très haut risque, c'est quand le gradient excède 20 mm de mercure. Donc à partir de là, ils ont généré un homogramme. Je vous ai mis 2 exemples de ce que ça peut donner pour un patient à même catégorie ASA avec une chirurgie dite à haut risque en fonction du gradient de pression, donc l'évaluation du risque, ou plutôt des chances de survie à 1 an sans transplantation, apparaissent en jaune ou en rouge. Concernant le critère décompensation, apparition, aggravation dans les 3 mois, ça concernait quand même 32 patients, 23% de la population, principalement des ascites. Il y avait également un risque rénal qui était important. Et si on regardait les facteurs prédictifs de décompensation, dans un modèle multivarié qui incluait le MELD, à ce moment-là, le gradient de pression veineuse hépatique ressortait, ce qui n'était pas le cas dans un modèle incluant le CHILD, mais peut-être parce que le CHILD tient à minima compte du degré d'hypertension portale. Voilà, les limites de l'étude, c'est que c'est un petit effectif et une population très sélectionnée, donc on ne peut bien sûr pas généraliser. Par contre, c'est a priori la première étude prospective qui identifie un groupe de patients vraiment à haut risque. Ça pose la question, bien sûr, à nouveau de la faisabilité de la mesure systématique du gradient avant la chirurgie. Et ça soulève l'intérêt des méthodes non invasives, peut-être à l'avenir, pour la quantification du gradient. Et puis, ça donne un argument en faveur de l'implantation, peut-être d'un TIPS préopératoire. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Et je termine rapidement donc, avec la dernière étude, qui est une étude observationnelle multicentrique qui évaluait donc, l'efficacité du Early TIPS pour améliorer la survie chez les patients qui présentaient une rupture de varices œsophagiennes.
Donc on sait que les recommandations, c'est de poser un early TIPS chez les patients de Child-Pugh C ou B avec saignement actif. Ça s'appuie sur les résultats de Garcia-Pagan qui étaient excellents et qui ont ensuite été confirmés d'ailleurs par d'autres séries, sauf que dans la vraie vie, on sait depuis la publication de l'Observatoire en France en tout cas qu'il y a finalement peu de patients initialement éligibles qui bénéficient du dispositif. Donc là, on a les résultats d'une étude multicentrique européenne, 33 centres européens et un centre canadien. Ils ont inclus finalement 671 patients prospectivement, dont 434 Child C et 237 B avec saignement actif, donc patients dits à haut risque. Et ils évaluaient la survie à J42 et à 1 an. Les critères secondaires, c'était l'échec de contrôle du saignement ou le ressaignement précoce, l'acide et l'encéphalopathie. Et en fait, quand on regarde la population de départ, finalement, 90% des patients ont eu un traitement qui associe l'endoscopie au traitement médical, alors que seuls 13% des patients ont eu un TIPS précoce, alors qu'ils étaient potentiellement candidats. Voilà les résultats en population globale. Donc il y avait 37% de perdus de vue à 1 an, ce qui est quand même assez conséquent, mais c'est la vraie vie. En termes de mortalité, vous voyez qu'à nouveau la différence elle est très en faveur du TIPS précoce, aussi bien précoce, la mortalité précoce que la mortalité à long terme sont significativement plus importants chez les patients qui ne bénéficiaient pas du TIPS précoce. En termes de ressaignement, c'est pareil, il y avait beaucoup plus d'événements dans le groupe endoscopie que dans le groupe TIPS. Ces résultats étaient similaires dans le sous-groupe des Child-Pugh C, ça c'était une donnée qu'on connaissait également. Et alors pour la mortalité, donc malgré le grand nombre de patients qu'ils ont inclus, ils n'ont pas pu mettre en évidence de différences significatives de mortalité chez les patients de Child-Pugh B avec saignement actif, qui sont justement le groupe chez qui il y a probablement des réticences à mettre en place ce TIPS précoce. Néanmoins, ce qui était clair, c'est que le risque de survenue d'acide au cours du suivi, qui était de 1 an au moins, il était clairement diminué chez les patients qui bénéficiaient du TIPS précoce, alors qu'il n'y avait pas plus d'encéphalopathie dans cette population. Donc on retrouve l'idée que seule une faible proportion des patients éligibles ont finalement un TIPS précoce à l'échelle européenne. On confirme que le TIPS est efficace dans la population globale en termes de prévention de la mortalité précoce et tardive et du risque de ressaignement. Ce papier, c'est un plaidoyer supplémentaire pour le TIPS précoce dans le groupe Child B avec saignement actif, puisque ça diminue le risque de décompensation acidique ultérieure et on peut imaginer que ça diminue de ce fait la mortalité. À noter quand même qu'il y avait quasiment un tiers des patients qui présentaient un critère d'exclusion au TIPS précoce, donc peut-être qu'on pourrait sélectionner mieux ces patients à l'avenir. Voilà, donc quelques petits messages pratiques. Donc il faut poser des early TIPS à nos patients cirrhotiques à haut risque. Peut-être que plus tard on mettra des bêta-bloquants de façon plus systématique également et on évaluera le gradient de pression veineuse hépatique préopératoire pour décider la chirurgie chez ces patients. Je vous remercie.